Reza Bernson, 1904-1944, est passionnée d'astronomie. Elle a aussi des valeurs socialistes, de pacifisme et d'internationalisme. Tout cela guidera son travail tout le long de sa vie. Elle se voit comme une roue de transmission dans le petit monde de l'astronomie. Elle participe à structurer la communauté des astronomes amateurs du Nord. Mais surtout, elle aime partager sa passion avec le plus de gens possible, en particulier les enfants, qu'elle sait émerveiller avec les étoiles. Malheureusement, sa vie et son œuvre sera écourtée par la guerre et sa mort en déportation. On ne connaît pas grand-chose de l'enfance de Bernson. Il faut dire que, de façon générale, on a peu de sources sur Reza Bernson, essentiellement des sources administratives et quelques articles sur elle, ou qu'elle a écrits sur des sujets précis. Ses deux parents sont médecins à Lille, où elle travaille auprès des populations ouvrières. Et elles sont rencontrées à l'université de la ville. Si lui est un jeune de la région, elle est une Russe d'origine juive dont on ne sait pas grand-chose avant son inscription à l'université. Elle a probablement fui son pays suite à des pogroms et semble ne pas avoir de famille à Lille. Reza reçoit tout de même le prénom de sa grand-mère maternelle. À 7 ou 8 ans, ses parents l'abonnent à la revue Les Petits Bonhommes qui a pour objectif de former les enfants ouvriers. Dans cette revue, il y a des articles sur l'astronomie. Serait-ce l'origine de sa passion ? On n'en a aucune certitude. En tout cas, il la marque suffisamment puisqu'elle s'en servira d'inspiration des années plus tard. Ces articles sont sous forme de discussion entre un enfant et son grand-père. Cette forme repose ainsi sur un enfant, petit Louis, auquel le jeune lecteur s'identifie, qui observe le monde, se pose des questions, a des intuitions, et son grand-père qui va le guider dans cette démarche. Le grand-père est également un modèle pour les adultes avec des procédés pédagogiques à reproduire. L'idée est d'instruire l'enfant dans son environnement et non dans un cadre à part comme l'école. La même année, en avril, il y a une éclipse solaire hybride. L'a-t-elle observée ? L'a-t-elle fascinée ? En tout cas, elle est présentée dans son journal. Ce qui est sûr, c'est qu'elle devient membre de la Société d'astronomie de France, ou SAF, à 15 ans, parrainée par Maurice Ballot, le bibliothécaire, mais surtout par Camille Flammarion, le fondateur. Ce dernier va fortement influencer le travail de Bernson, qu'elle inscrit dans sa continuité. Il a d'ailleurs fondé la SAF pour diffuser les sciences de l'univers et faire participer les amateurs à leur progrès. La SAF regroupe autant des astronomes amateurs que professionnels. Elle publie une revue mensuelle de référence. Bernson y publiera ses premières observations dès l'année suivante. Mais ce n'est que le début de nombreuses observations et publications. Avec l'astronome professionnelle Marie Bloch, elle publie la majorité des observations faites par des femmes, jusqu'à plus de 90% très régulièrement, au sein de l'Association française des observateurs d'étoiles variables à partir de 1923. C'est plus ou moins le moment où ses parents se séparent, mais ne divorcent pas pour autant. Son père va vivre avec une autre femme avec laquelle il aura 2 fils, tandis que mère et fille habitent ensemble et utilisent le nom de famille Bernson, qui est le nom de jeune fille de la mère. Si l'adultère est la seule raison connue de cette séparation, le changement de nom puis le refus qu'un certain nombre de lieux soient renommés d'après lui après sa mort montrent une séparation douloureuse. Elle passe son baccalauréat sur 2 ans et commence ses études universitaires, d'abord en études russes, en théorie de la musique, en anglais, mais surtout en sciences et plus particulièrement en astronomie, chimie et radiotélégraphie. Si ces études lui donnent toutes les compétences pour être astronome professionnelle, elle reste une amatrice. Le seul emploi qui lui est connu est un poste de préparatrice en physique générale à l'université de Lille. Et elle est recensée comme docteur en sciences en 1936. Cette année-là, elle a tout de même pris part à au moins une recherche professionnelle. Elle prend part à l'expédition de l'éclipse solaire avec le Bureau des longitudes. Elle doit prendre des photos infrarouges de la couronne, mais le mauvais temps le jour J rend les résultats inexploitables. Mais elle n'est pas citée dans le compte-rendu officiel de l'expédition et elle publiera le sien de son côté. On ne sait pas pourquoi elle a été ainsi exclue. En parallèle de ses études, elle s'investit dans la vie associative et estudiantine. On y retrouve des engagements proches de ses parents, comme par exemple son engagement au syndicat étudiant l'UNEF. Elle est clairement socialiste, pacifiste et internationaliste. Son engagement est loin d'être anecdotique. Elle est par exemple élue vice-présidente de l'UNEF en même temps qu'elle est éditrice du journal Lille étudiante. Elle dirige pendant 4 ans l'office d'orientation professionnelle du syndicat étudiant. Elle en est écartée car elle est accusée de travailler contre les étudiants et pour avoir axé ses travaux sur les étudiantes.
Elle profite d'un voyage en Allemagne et en Pologne organisé par Entraide universitaire internationale pour nouer des relations avec les astronomes locaux. Elle correspond avec eux et publie leurs observations dans le bulletin de l'Association astronomique du Nord, ou AAN. Mais surtout, elle va à Paris pour l'Assemblée générale de la SAF en décembre 1922. Elle est alors surprise par tout ce qui est mis à la disposition des astronomes amateurs de la région. Elle a alors l'idée de créer une association pour réunir les amateurs du nord de la France. Elle contacte quelques amateurs, obtient une salle, un labo photo et une terrasse pour l'observation à l'Université de Lille, récupère 2 lunettes pour l'usage de tous. En un an, l'Association astronomique du Nord, ou AAN, est créée et Berndson en devient la secrétaire générale, et elle le restera jusqu'en janvier 1938. Dès le début, l'association publie un bulletin régulier et donne des cours et des conférences. Rapidement, elle compte 140 membres. Si vous avez l'impression que c'est déjà beaucoup, n'oubliez pas qu'elle continue à faire de nombreuses observations. Elle émet également l'idée de créer une association internationale pour les astronomes amateurs. Le but est d'aider la collaboration entre amateurs et professionnels, ce qui se fait déjà dans le domaine des étoiles variables. En effet, à ce moment-là, les données collectées par les amateurs et les amatrices sont publiées dans les bulletins des associations locales et ne sont pas exploitées par les professionnels qui ne savent pas forcément qu'elles existent. Cette association internationale serait le pendant de l'IAU, l'Union astronomique internationale. Elle devrait proposer des projets avec des protocoles simples, observation, collecte de données, interprétation. Si l'idée est bien reçue dans le milieu amateur, la SAF ne retiendra aucune proposition dans ce sens. Et comme tout ça n'est pas suffisant, en 1927, elle commence à donner des conférences dans les écoles. C'est le début d'un long travail de vulgarisation de l'astronomie auprès d'enfants. L'astronomie est alors très peu enseignée à l'école. La plupart des astronomes de la SAF espèrent en vain faire changer les programmes. Berndson a une vision plus prosaïque. Elle commence par des élèves du secondaire. Elle pense que la conférence doit être vivante pour ne pas ressembler à un exercice scolaire. Elle utilise des projections et des appareils de démonstration. Elle cherche ainsi à capter l'attention et à piquer la curiosité des enfants. Au cours des 10 années suivantes, elle va présenter ses conférences devant 12 000 élèves, essentiellement entre 14 et 20 ans. Elle le fait de façon bénévole et seuls quelques frais de déplacement sont pris en charge. Les élèves sont de l'équivalent du collège, de lycée, mais également de futurs enseignants et enseignantes au sein des écoles normales. Elle s'est déplacée dans le quart nord-est de la France et un peu en Belgique. Elle a parfaitement conscience qu'elle a essentiellement affaire à des élèves privilégiés qui sont les seuls à étudier à ces niveaux à l'époque. Or, elle pense que la beauté de l'univers doit être accessible à toutes et tous et que l'astronomie peut être un loisir pour les enfants de toutes conditions sociales. C'est pour cela qu'elle recherche d'autres publics. Elle fera en particulier une présentation à des élèves aveugles ou à des enfants dans des sanatoriums. Elle s'intéresse également aux plus jeunes et fait quelques conférences, en particulier dans les classes qui suivent la nouvelle école qui donnera la méthode Freinet, où les enfants sont moteurs dans leurs apprentissages. Après une pluie d'étoiles filantes, par exemple, un instituteur appliquant cette méthode fait appel à Berndson pour qu'elle réponde aux questions des enfants. Mais poussée par cette envie de toucher toutes les couches de la société et avec son intérêt pour les pédagogies centrées sur l'enfant, elle se rapproche des mouvements scouts autour de l'île. Elle prend contact avec les 3 branches présentes, catholique, protestante et laïque. Elle apprécie particulièrement l'aspect observation de la nature du mouvement. Elle fait des conférences, mais propose aussi de venir faire des observations à l'AAN. Mais surtout, elle propose avec un collègue un plan de lunettes pas cher à créer facilement à partir de cartons de manche à balai. Elle forme également des chefs et participe à la réforme du badge lié à l'astronomie pour le séparer d'un autre lié à la météorologie. Elle écrit aussi dans les magazines scouts, en particulier L'Éclaireur, lié au mouvement laïque. Elle reprend la forme du dialogue des articles d'astronomie de sa revue d'enfance. Cette forme lui permet de mettre en avant la méthode scientifique avec un personnage curieux qui cherche à comprendre et un autre plus âgé qui le guide et lui apporte les informations nécessaires. Elle propose également des expériences simples à réaliser. Et bien sûr, elle l'écrit sous le pseudonyme d'Astéroïde 1021 ou l'astéroïde nommé Flammario, en hommage à Camille Flammarion. Au printemps 1938, l'explorateur Henri Lott lui propose de créer une équipe mixte pour préparer un espace pour le festival scout du début de l'été. Elle crée ainsi une équipe qui se nomme évidemment Camille Flammarion. Avec la dizaine de jeunes adultes, chefs, cheftaines ou routiers, elle prépare un stand d'exposition avec 4 panneaux sur 40 mètres carrés dans une tente, et donc nomade. Il y a aussi des appareils sur la voûte céleste
qui avait été créé pour un projet précédent de Berndson, mais n'avait pas été réalisé à temps. Je reviendrai sur ce projet. Il y a 4 causeries par jour et des séances de démonstration. Parmi les visiteurs, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean Zay, est touché par la démarche et rachète une partie du matériel. L'équipe de jeunes va également participer à l'écriture du numéro spécial de juillet de l'Éclaireur. Berndson propose également dans la revue aux jeunes d'observer l'éclipse de lune du 7 novembre. Elle propose un protocole à effectuer en groupe. Elle reçoit de nombreux rapports auxquels elle répond de façon constructive. Dans ses actions de vulgarisation, elle teste différentes méthodes. Par exemple, pendant 6 mois, elle a une chronique radio mensuelle. Bien qu'appréciée, l'émission est déprogrammée avant de revenir avec un autre présentateur. Les raisons de cette déprogrammation ne sont pas connues. Mais surtout, elle découvre les planétariums lors d'un voyage en Allemagne où elle rencontre les astronomes locaux. Pour l'exposition universelle de Paris de 1937, l'ambassade de France à Berlin achète un planétarium. Les responsables du Palais de la Découverte, qui est créé pour l'occasion, ne sont pas très emballés. Ils pensent que le public s'en lassera rapidement. Le planétarium est alors relégué au parc d'attractions. Malgré tout, et on ne sait pas trop pourquoi, Berndson est désignée comme responsable du planétarium et elle s'entoure d'une équipe de 7 autres astronomes, dont le secrétaire de la SAF, qui est également un peu plus vieux que Berndson, mais sous sa direction. Le planétarium est un immense succès. Ouvert de 10h du matin à minuit, il y a 15 séances par jour pouvant accueillir 300 personnes. Au total, durant l'exposition, il aurait accueilli environ 500 000 personnes. Parmi celles-ci, le président de la République d'alors, Albert Lebrun. De nombreux articles de presse vantent le planétarium et ses séances, en particulier celles menées par Berndson. Cette dernière voit très bien l'intérêt pédagogique du dispositif et rêve de planétarium itinérant, ce qu'elle réalisera l'année suivante avec les scouts. Si la SAF récompense l'équipe d'une médaille commémorative pour avoir boosté les adhésions, le planétarium n'est pas présenté dans l'édition 1937 de sa revue L'Astronomie. Il est également racheté par la ville de Paris, démonté et entreposé dans les greniers du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, d'où il sortira en 1952 pour être enfin installé au Palais de la Découverte. Cette semi-reconnaissance est assez symptomatique de la reconnaissance que reçoit Berndson. Elle est bien intégrée et reconnue dans le petit monde de l'astronomie française de l'époque, mais elle reste tout de même en marge. Le fait qu'elle ne soit jamais devenue une astronome professionnelle joue clairement dans une époque où l'astronomie amateur diminue en importance face à la professionnalisation. De même, on ne peut pas écarter de probables discriminations du fait qu'il s'agisse d'une femme avec des origines juives. La Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie va sonner un coup d'arrêt aux activités de Berndson. Avec sa mère, elle disparaît. La dernière fois qu'elle est vue est lors d'une commémoration pour Camille Flammarion le 2 juin 1940, 2 jours avant l'arrivée des Allemands à Paris. On sait que Berndson a laissé au moins une partie de son matériel à l'Observatoire de Paris. Elle espérait probablement reprendre ses activités après la guerre. Et il est possible qu'elle ait envisagé de venir travailler à Paris après son expérience avec le planétarium et le groupe scout, ainsi que le fait qu'elle ait démissionné de la présidence de la AN. Elle sera arrêtée avec sa mère à Dreux le 23 février 1944, puis déportée à Auschwitz le 8 mars, où elles mourront. Il est intéressant de noter que les deux femmes utilisent toujours le nom de Berndson, au lieu du nom de père de Reza, qui aurait fait moins juif et leur aurait apporté une légère protection. La reconnaissance en demi-teinte qu'elle a reçue pendant sa vie se retrouve dans son souvenir. Ceux qui l'ont côtoyée en gardent un bon souvenir, mais entre le tabou autour de sa mort, le manque d'informations, Berndson est peu à peu oublié. Un astéroïde est tout de même nommé en son honneur en 1992. Restent les traces de son œuvre, ses articles. L'astronome Jean-Michel Fédy l'a fait sortir de l'oubli et l'a fait connaître. Sa sortie de l'oubli montre à quel point l'historiographie ne s'intéresse que peu aux personnes en marge des institutions scientifiques. Et c'est là que se trouvent de nombreuses femmes ainsi que des personnes racisées, qui se retrouvent alors oubliées. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule! N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon, Blue Sky et Thread. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.